Chers amis de la Résistance française, nous allons aujourd'hui, 23 mai 2020, dresser le bilan de la panique française et mondiale qui résulte de l'épidémie de coronavirus, du Covid-19. Et nous allons nous interroger sur l'état de la France et du monde après le coronavirus. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce 23 mai 2020, que vous pourriez d'ailleurs transmettre au gouvernement, qui continue jour après jour à faire ses communiqués de panique, ou à entretenir la panique, c'est qu'en réalité, les courbes de mortalité, les statistiques produites par l'INSEE lui-même, montrent que l'épidémie est finie. Alors voici donc, regardez bien cette courbe, vous voyez en jaune la courbe de mortalité quotidienne du 1er mars au 4 mai 2020, et en dessous, les courbes des deux années précédentes, 2018 et 2019. Vous voyez qu'il y a donc eu un pic de l'épidémie en termes de mortalité le 1er avril 2020, et qu'ensuite, la courbe a décliné. Et depuis la fin avril, il y a moins de morts chaque jour en 2020 que les années précédentes. Alors, compte tenu d'ailleurs du décalage de plus de 3 semaines, 23 jours à 30 jours, entre la contamination par le virus en question et le décès éventuel, ça veut dire qu'en fait, l'épidémie a commencé à décroître dans la première semaine de mars. Alors, on peut donc d'ores et déjà dresser le bilan de la catastrophe, si catastrophe il y a. Prendre la mesure de l'épidémie en question. Quelle est cette mesure? Eh bien, il faut raisonner sur 3 mois. Et comparer cette épidémie qui donne une infection respiratoire, le Covid-19, aux épidémies de grippe qui sont mieux connues. Alors, il est certain que le Covid-19 de 2020, né comme son nom l'indique, fin 2019, est plus grave que les épidémies de grippe saisonnière que nous avons connues cette année et les 2 années précédentes. En revanche, si on la compare à celle de 2016-2017, il n'en va pas de même. Alors voici les chiffres que j'ai pris la peine de calculer en partant des données de l'INSEE, des données officielles et incontestables de l'INSEE pour ce qui est de la mortalité. Enregistrement des morts à l'état civil. Eh bien, on arrive à la conclusion que le Covid-19 n'a pas été plus meurtrier que la grippe saisonnière de 2016-2017, qui, il est vrai, avait été terrible. Il faut faire la comparaison sur 3 mois, compte tenu de la durée de l'épidémie. Donc, si on va de décembre 2016 à février 2017, on voit qu'il y a eu en France, pendant ces 3 mois, décembre 2016, janvier 2017, février 2017, au total, très précisément, 178 022 morts. 178 022 morts. C'est la mortalité totale. Santé publique France a estimé la surmortalité due à la grippe à 14 500. Alors maintenant, regardons ce qu'il en est pour 2020 et l'épidémie de Covid-19 pour les 3 mois concernés, c'est-à-dire mars, avril, mai. La contamination a commencé en février, mais les morts sont apparus en mars, compte tenu du délai de 23 jours au moins que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors pour mai, évidemment, à l'heure où je vous parle, le 23 mai 2020, on n'a pas encore tous les chiffres, mais on sait que depuis la fin avril, chaque jour, il y a moins de morts en 2020 que les 2 années précédentes. Donc si on prend une hypothèse maximum pour le mois de mai 2020, et qu'on retient le chiffre de mai 2018, il est de 47 841 décès. Avec cette hypothèse maximale, on arrive à un total de 176 674 morts pour les 3 mois considérés, mars, avril, mai. 176
674 morts, c'est moins que les 178 022 morts de la période décembre 2016, février 2017. Et encore, j'ai pris une hypothèse légèrement surestimée. Donc, on voit bien que le professeur François Bricaire, membre de l'Académie de médecine, qui est infectiologue, avait raison de déclarer dans le Figaro Magazine du 14 mars 2020 qu'on avait affaire à une grippe carabinée. Pas une petite grippe, pas une grippette. Ceux qui ont dit ça ont exagéré, dans le mauvais sens. Une grippe carabinée. Voilà. Une grippe carabinée, comme celle de 2016-2017, mais beaucoup moins que les grippes super carabinées de 1957 et 1969. En 1957, grippe asiatique, surmortalité de plus de 30 000. En 1969, grippe de Hong Kong, surmortalité estimée à 34 000. Bien plus que la grippe de 2016-2017 et donc que le Covid-19. Alors, à ce stade, il faut préciser ce qu'on entend par mortalité et dénoncer l'escroquerie statistique qui a contribué à la panique. L'INSEE vous explique très bien, si vous regardez leurs notes et documents, que pour ce qui est de la grippe, dans les certificats de décès qui sont rédigés, établis par les médecins, on a 10 fois moins de décès imputés à la grippe qu'on estime la surmortalité de la grippe. C'est-à-dire qu'alors que vous avez une surmortalité de 10 000 en moyenne, eh bien, on a moins de 1000 personnes qui sont censées être mortes de la grippe selon le certificat de décès. Alors pourquoi ? Ben, tout simplement à cause de ce qu'on appelle la comorbidité. Pour la grippe, comme pour le Covid-19, la plupart des gens qui meurent après avoir été contaminés ont une ou deux autres pathologies. Et pour la grippe, les médecins ont pris l'habitude de ne pas comptabiliser au titre de la grippe, mais au titre d'une maladie cardiovasculaire, quelqu'un qui est mort alors qu'il souffrait du cœur et qu'il avait la grippe. Donc je répète, on est à moins de 10% de morts imputées à la grippe sur les certificats de décès par rapport à la surmortalité. Mais la surmortalité elle-même, qui est le calcul que l'on ne peut faire qu'a posteriori, statistiquement, de l'augmentation du nombre de morts dues à une maladie, est inférieure à la mortalité totale, qui est un troisième chiffre. Et ce qu'on donne, ce qu'on nous a donné depuis le début, ce que Jérôme Salomon, directeur général de la santé, médecin lui-même, nous a dit quotidiennement, ça n'est pas la surmortalité, ça n'est encore moins la mortalité directe au sens des certificats de décès de la grippe. C'est la mortalité totale, en fait. Car on a décidé, sous instruction de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de compter au titre du Covid-19 tous ceux qui avaient été contaminés. Ce qui est absurde. Je répète, la plupart des gens qui sont morts du Covid-19 avaient déjà une autre pathologie. La moyenne d'âge d'ailleurs était de 80 ans, et ils avaient une autre pathologie lourde, qui pouvait être une maladie cardiovasculaire, le diabète, une insuffisance rénale, etc. Bon. Et donc si on avait compté comme pour la grippe, on aurait déclaré 10 fois moins. Donc le chiffre de 28 000 morts du Covid-19 annoncé sur le site de Santé publique France n'est pas la surmortalité, encore moins la mortalité directe. C'est un chiffre gonflé. Il est d'ailleurs gonflé accessoirement par le fait qu'on a compté large et sans faire toujours des tests, des analyses, on a attribué au Covid-19 la mort de gens qui avaient des symptômes voisins et qui pouvaient être dus à la grippe saisonnière qui n'est pas encore tout à fait finie sans doute. Donc il y a une escroquerie statistique qui a consisté à gonfler les chiffres, à ne pas parler de surmortalité mais de mortalité totale, pour faire peur aux gens. Sans leur permettre d'ailleurs de se rendre compte
de la portée relative de ces chiffres eux-mêmes. Pourquoi? Ben, sachez qu'il meurt en France, pays de plus de 60 millions d'habitants, 600 000 personnes par an. 610 000 en 2019. Et cela fait une moyenne journalière de 1650, mais c'est plus en hiver, 1800. C'est moins en été, 1500. Cela fait une moyenne de 50 000 par mois, 100 000 en 2 mois. Et donc, lorsqu'il y a une épidémie, on a, comme on l'a vu justement pour cette période, on aura, sur une période de 2 mois, on aura par exemple, au lieu d'avoir 100 000, on aura 128 000. Et une augmentation relativement importante, qui ne remet pas forcément en cause le total annuel. Alors, la question donc se pose de savoir comment on peut interpréter ces chiffres. La surmortalité, encore une fois, on ne pourra l'estimer que dans plusieurs mois, peut-être dans 1 an, de manière statistique et sans avoir d'ailleurs de certitude. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que le Covid-19 n'a pas tué plus que la grippe saisonnière, carabinée mais pas dramatique comme les précédentes que j'ai citées, de 2016-2017. Alors, on va me dire « Ah, mais c'est le confinement qui a sauvé les vies. » Alors, non, ce n'est pas le confinement. Il y a plusieurs réponses à cela. La réponse la plus simple, évidemment, c'est de faire, comme l'a dit le professeur Jean-François Toussaint, épidémiologiste, que les pays qui n'ont pas confiné n'ont pas eu plus de morts que ceux qui ont confiné. Voilà une bonne objection. Mais il y a une objection plus méthodologique qui apparaît sur la courbe. La courbe vous montre que la mortalité a commencé à décroître, globalement en France, à partir du 1er avril 2020. Or, le confinement date du 17 mars 2020. Et il s'écoule plus de 23 jours entre, je le répète, entre la contamination et le décès éventuel. Conséquence, le confinement n'a pu en avoir un effet positif sur la mortalité qu'à partir du 10 avril au mieux. Voilà. Or, la mortalité a baissé avant. La troisième objection est plus paradoxale, mais la plus importante. On découvre paradoxalement que quand on s'intéresse à la question de la saisonnalité de la grippe, qui sévit essentiellement en hiver, les médecins vous disent, c'est le froid d'abord, parce que le virus n'aime pas la chaleur. Il n'aime pas le soleil, il n'aime pas la chaleur. Mais ils vous disent aussi, c'est le confinement, tenez-vous bien, le confinement, parce qu'on ne sort pas. On reste confiné chez soi, et ça augmente la promiscuité, donc si quelqu'un dans la maison, dans l'appartement est contaminé, il va contaminer tous les autres, dans la promiscuité, et à cause de l'accumulation des virus. Alors on a d'ailleurs des exemples en grandeur nature, pour le Covid-19. On a 3 exemples majeurs, enfin évidents. Le Diamond Princess, qui était un navire de croisière, qui a été mis en quarantaine à Yokohama au Japon. Le porte-avions Charles de Gaulle, et le lycée de Crépy-en-Valois. Dans ces 3 cas, 40 à 60% des gens ont été contaminés. Promiscuité, confinement dans un bâtiment. Bien. Évidemment, le risque augmente avec la population qui est confinée ensemble, bien sûr. Et alors, ce qui est d'ailleurs intéressant, au passage à signaler, c'est que pour ce qui est de Crépy-en-Valois, on a vu que les lycéens qui avaient été contaminés n'avaient contaminé les gens de leur famille, leurs parents et leurs frères et sœurs, que dans la proportion de 20%. Et c'était avant le confinement. Donc on s'embrassait, on se battait avec son frère, etc. Bon voilà, on donnait des accolades. Ce qui veut dire qu'en réalité, le Covid-19 n'est pas très contagieux, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Il faut vraiment une lourde accumulation et longtemps. Bon. Alors, donc le confinement
en première approche, favorise la contamination. C'est l'expression exacte qui est employée dans une fiche sur la grippe. Le CHU, Centre Hospitalier Universitaire de Rouen. On lit la même chose un peu partout. Hein. L'université Johns Hopkins a fait une note sur la contamination qui dit cela. Le confinement favorise la contamination. C'est le paradoxe. Alors évidemment, moins on sort, moins on a de chances de rencontrer des gens et de contaminer ailleurs. Donc c'est un double effet. Mais globalement, on peut vraiment douter que le confinement soit une bonne solution sur le seul point de vue sanitaire. Alors vous me direz, mais comment en est-on arrivé là? Que s'est-il passé? Pierre de Tirmont, je vous le demande. Oui, Pierre de Tirmont, c'est le camarade militant qui réalise cette émission. Cette vidéo. Et donc, je crois qu'il faut écarter, en l'occurrence, la thèse du complot. Vous savez, c'est un autre sujet qui mérite réflexion, mais il ne faut être ni négationniste du complot, ni animiste du complot. Tout ne s'explique pas par des complots, mais il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas du tout de complot. Je soutiens pour ma part, et j'ai des arguments très précis, que, par exemple, la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme, qui est un bobard, est un complot, monté par un certain Maurice Strong, il est connu, homme lige de Rockefeller, ex-secrétaire général adjoint des Nations Unies, et qui a organisé en 1992 le sommet de Rio. Là, c'est un complot. Un complot qui avait pour but de promouvoir le gouvernement mondial. Et puis, en l'occurrence, ne cherchez pas midi à 14h, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas eu de complot. Que s'est-il passé? Au départ, un accident. Alors, franchement, il n'est fait vraiment aucun doute que le virus en question s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan, capitale de Hubei, en Chine. Ce n'est pas une théorie fantasmagorique. De nombreux articles ont décrit ce qui se passait dans ces laboratoires, ont montré l'incurie et l'impéritie de l'administration de ces laboratoires. Je dis ces laboratoires parce qu'on a parlé beaucoup du laboratoire P4 qui a été construit avec l'aide de la France et inauguré mis en service plutôt, inauguré en 2017 et mis en service en janvier 2019. Mais il y avait aussi un laboratoire P2. Et d'ailleurs, il suffit de réfléchir. Qu'est-ce qu'un laboratoire P4? C'est un laboratoire de protection maximale. Parce qu'on y travaille sur des virus qui ne doivent pas s'échapper. Et on comprend bien que si les P4, ça veut dire que les virus qui sont dedans sont très dangereux. Et on comprend très bien que si les règles de sécurité ne sont pas respectées, eh bien, il y a toutes les chances que le virus ou qu'un virus finisse par s'échapper. Alors je ne sais pas si ce virus en question est un virus qui s'est produit naturellement par mutation ou s'il a été fabriqué par l'ingénierie génétique, comme le soutient le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du SIDA, le VIH. Mais ce qui est quasiment certain, c'est que le virus s'est échappé d'un laboratoire chinois, accidentellement, pas du tout volontairement, parce que, par la suite d'une erreur d'un laborantin, un homme a été contaminé au sein du laboratoire, ou bien parce que, comme on l'a dit, sans aucun respect des procédures, les chercheurs balançaient les produits avariés ou remplis de virus dans les eaux usées, dans les égouts, ou bien parce que, paraît-il, ils revendaient les animaux de laboratoire pour en tirer de l'argent, lesquels étaient porteurs du virus. Enfin, en tout cas, c'est certain que ce virus vient de la chauve-souris et qu'on travaillait dans ces deux laboratoires de Wuhan, P4 et P2, sur les virus de chauve-souris. Alors la coïncidence est miraculeuse. Hein. Le virus apparaît à Wuhan, il vient de la chauve-souris, et par un hasard qui serait miraculeux si c'était un hasard, deux laboratoires travaillent sur les virus de chauve-souris. Donc, on peut retenir comme hypothèse la plus probable et de loin qu'il y a eu un accident, que le virus s'est échappé du laboratoire. Évasion virale. Alors ensuite, que s'est-il passé? La Chine a continué à montrer son impéritie. Je dis ça pour les sinolâtres qui la portent nue alors qu'elle montre constamment son impéritie. D'abord, alors qu'elle avait chassé les chercheurs français pour qu'ils ne puissent pas voir ce qui se passait dans le laboratoire P4 de Wuhan, elle a commencé par ne rien faire. On a même
mis en prison, ou en tout cas puni, les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les médecins qui avaient commencé à se développer des cas de pneumonie un peu particuliers, ou en tout cas nouveaux, et dont le fameux docteur Lee, qui est mort en février, paraît-il, du Covid-19. Et donc, pendant 3 semaines, la Chine n'a rien fait. Elle a caché le mal qui commençait à se répandre. Elle a toujours refusé, d'ailleurs, jusqu'à présent, je vous parle le 23 mai 2020, de révéler le matériel génétique du virus en question, qui a été décodé par d'autres. En tout cas, celui qui était dans le laboratoire ou qui avait été récolté à Wuhan même. Elle a mis très longtemps, jusqu'au 20 janvier, pour déclarer qu'enfin, oui, effectivement, la maladie était contagieuse d'homme à homme. Donc elle a une lourde responsabilité, puisqu'elle a caché la vérité pendant longtemps, elle a laissé, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, elle a laissé se répandre la maladie pendant 3 semaines, et ensuite elle est passée d'un extrême dans l'autre. Confinement général de la population, mais pire que chez nous. Hein. À Wuhan, on ne pouvait même pas sortir de chez soi, il fallait se faire livrer ses repas chez soi. Alors la Chine a continué à mentir, bien entendu, parce que personne ne peut croire sérieusement qu'il n'y a eu que 3 000 ou 5 000 morts dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, qui est donc... combien de fois 20 fois plus peuplé que la France. 20 fois plus peuplé que la France, et avec des conditions d'hygiène déplorables. Alors certains disent, je crois que c'était le cas de certains chercheurs britanniques, qui se seraient 40 ou 50 fois plus, peut-être 100 fois plus. Les statistiques chinoises sont fausses. Oui. On pourrait paraphraser Gladstone ou Disraeli, vous savez, sur les 3 sortes de mensonges. Il y a le mensonge, le satané mensonge et la statistique. Et on pourra rajouter une 4e sorte de mensonge, la statistique chinoise, qui est la pire. La pire sorte des mensonges. Alors, à ce stade, l'OMS n'a pas encore réagi trop tôt. L'OMS qui est complètement sous l'influence chinoise. Hein. On peut supposer d'ailleurs que les dirigeants de l'OMS sont tout simplement achetés par la Chine. D'ailleurs, Tedros, le directeur général de l'OMS, qui est un Éthiopien, est un communiste. Hein. Un des anciens dirigeants du Parti communiste éthiopien. L'OMS a relayé les informations les plus catastrophiques, en employant bien entendu l'expression pandémie. Alors une pandémie, c'est un sens technique, c'est une épidémie mondiale, mais l'expression a été employée pour affoler les populations. Pour une épidémie, ça ne fait pas peur. Une pandémie, alors là, on commence à se dire que ça va être la peste du XIVe siècle, la peste noire. Mais est arrivé un élément supplémentaire et qui mérite une analyse sérieuse, car on est pris de vertige en y pensant. C'est la folie des modèles et des modélisateurs. Il y a un certain Neil Ferguson. Neil Ferguson, F-E-R-G-U-S-O-N, Neil, N-E-I-L, de l'Imperial College, du Collège impérial de Londres. Cet homme est considéré comme le chef de l'épidémiologie mondiale, parce qu'il fait des modèles très élaborés. Son modèle principal a 15 000 lignes de code. Alors évidemment, ça impressionne. Bon. Et Neil Ferguson est l'homme qui a fait des annonces apocalyptiques qui ont conduit, contraints et forcés, ou sous l'effet de la panique, Trump, Boris Johnson en Angleterre, et Emmanuel Macron en France, à faire une politique folle de confinement général. Alors, il faut d'ailleurs distinguer, parce que Trump, lui, a été coincé par ses autorités médicales, un certain Anthony Fauci, qui est aussi charlatan que Neil Ferguson. Mais on voit bien qu'il n'y a jamais cru, qu'il a freiné des 4 fers. Et d'ailleurs, comme c'est un État fédéral, il a incité plutôt les États fédérés à ne pas en rajouter dans le confinement. Bon. En Angleterre, en revanche,
Boris Johnson, qui au début traitait l'épidémie par-dessous la jambe, a été affolé par les prédictions catastrophistes de Neil Ferguson, qui annonçait quand même 510 000 morts. 510 000 morts, c'est beaucoup. Alors, on aurait pu quand même s'interroger sur la valeur des prévisions de Neil Ferguson. En France, c'est la même chose. C'est d'ailleurs très intéressant parce que la panique générale a atteint les dirigeants politiques eux-mêmes. M. Emmanuel Macron a été pris de panique, M. Édouard Philippe a été pris de panique. Et tout s'est passé, comme ça a été raconté en détail dans les journaux, notamment dans Le Monde, le 12 mars 2020. Il faut se rappeler ce qui s'était passé avant. 26 février 2020. Partie de balle au pied à Lyon. On n'interdit rien, c'est-à-dire que la partie de balle au pied qui opposait l'équipe de Lyon à l'équipe de Turin s'est passée normalement, et on a laissé rentrer en France 3000 soutiens de l'équipe de Turin, qui venaient donc d'une région fortement atteinte par l'épidémie de Covid-19 en Italie. C'était pas très malin, la première mesure à prendre, c'est de fermer les frontières. Le 6 mars 2020, le sieur Macron, président de la République, va avec sa femme Brigitte au théâtre et il déclare « il faut que les Français continuent à vivre comme avant, sans se laisser impressionner par l'épidémie ». Le 11 mars 2020, c'est encore mieux, 11 mars, tenez-vous bien, Emmanuel Macron fait un discours au Trocadéro à Paris pour la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Et il déclare ceci, je cite, « Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été, nous ne renoncerons pas à la liberté. » Fin de citation. Or, le lendemain, 24 heures après exactement, 12 mars 2020, à 20h, allocution solennelle de Macron, fermeture des écoles, interdiction de rendre visite aux personnes âgées, mais pas de fermeture des frontières, ce serait un repli nationaliste. Alors, et puis ça a continué ensuite à s'aggraver, 14 mars 2020, allocution d'Édouard Philippe annonçant la fermeture de tous les commerces, et confinement général de la population décidé 4 jours après, le 12 mars et le 16 mars. Que s'est-il passé? Eh bien, le 12 mars, donc le lendemain du discours du Trocadéro, à 11h30, Emmanuel Macron réunit à l'Élysée son comité scientifique, constitué de bric et de broc. Il n'a pas pris les bonnes personnes. S'il avait voulu vraiment être sérieux, il aurait pris des gens sérieux. Alors il a pris un nommé Delfrécy, qui est sans doute le grand chevalier Cadoche dans la franc-maçonnerie, mais qui n'est évidemment pas incompétent. Et Delfrécy, François Delfrécy, a présenté, Jean-François Delfrécy peut-être, a présenté à Emmanuel Macron les prévisions de Neil Ferguson. 300 000 morts. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et Macron a été pris de panique, d'où son discours du soir. Alors il aurait fallu s'interroger sur la valeur des prédictions de Neil Ferguson. D'abord, on a la preuve de l'impéritie du gouvernement, et plutôt de Macron lui-même. Parce qu'il y a un principe quand même, qu'on connaît en droit romain et en droit depuis toujours. Testis unus, testis nullus. Témoignage d'un seul, témoignage nul. Donc la moindre des choses aurait été, si j'avais été Emmanuel Macron, de me donner quelques jours pour vérifier la valeur de ce modèle. Le président Macron aurait pu demander par exemple à mon camarade mathématicien Bernard Bozamy, président de la Société de calcul mathématique, qui lui aurait démontré que ce modèle ne valait rien. Ce modèle ne valait rien. Bon. Il aurait pu tout simplement se demander quelles avaient été la valeur des prévisions faites par Neil Ferguson dans les années passées. Eh bien, Neil Ferguson avait annoncé 136 000 morts pour la maladie de la vache folle en 1994, en Angleterre. Il y en a eu 200. Et encore, probablement 200.
Tony Blair, sur la foi des prévisions apocalyptiques de Neil Ferguson, a fait massacrer 6 millions de malheureuses vaches. Il a fait encore mieux en 2004, Neil Ferguson. Il avait annoncé en 2004, pour la grippe aviaire, 200 millions de morts. Résultat, 400. Bon, donc on a affaire à un zozo qui raconte n'importe quoi. Et que, 16 ans après ces prévisions apocalyptiques pour la grippe aviaire, on puisse encore prêter foi à ces élucubrations, est consternant. Que l'on prenne des décisions aussi graves pour l'économie et la société qu'un confinement général de la population sur la foi des prévisions apocalyptiques de quelqu'un qui s'est toujours trompé, ça donne le vertige. Ça donne le vertige, chers amis de la résistance française. C'est vertigineux. Alors, il faut bien comprendre que les sots personnages qui vous disent il faut écouter la science, mais n'écoutent qu'un seul son de cloche. Un modélisateur n'a pas forcément raison parce que ces modèles sont compliqués. En réalité, ce n'est pas parce que les mathématiques sont applicables au réel, qu'il y a des lois mathématiques qui sont applicables au réel en physique comme dans d'autres domaines de la science, que tout phénomène est susceptible d'être modélisé. Ce n'est de toute façon pas vrai lorsque s'applique la théorie du chaos mathématique qui a été découverte par Poincaré vers 1880, Henri Poincaré. Vous savez, c'est l'effet papillon. Le battement des ailes d'un papillon au Texas déclenche une tempête au Brésil, ou inversement. Pour les épidémies, on est partout dans l'effet papillon. On vous parle d'un foyer d'épidémie, un anglais cluster. Il apparaît par hasard. Personne ne pouvait prévoir, dans un modèle épidémiologique, qu'il y aurait un rassemblement d'évangélistes à Mulhouse. Et ainsi de suite. Donc, mais même sans faire appel à la théorie mathématique du chaos déterministe, il suffit de penser à deux choses. D'une part, un modèle ne pourrait fonctionner que si on avait des données bien connues, que si le phénomène de la maladie était bien connu. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas pour le Covid-19, même pas parce qu'il est nouveau, mais même pour la grippe. On est incapable d'expliquer pourquoi la grippe est saisonnière. En tout cas, on fait des hypothèses, mais ce ne sont pas les modèles qui le prévoient. En 2003, il y a eu une maladie de coronavirus, le SARS, qui s'est arrêté en juillet 2003, sans que les modèles l'aient prévu. On peut faire des projections avec des estimations, des supputations, mais croire qu'un modèle mathématique qui contient des milliers d'équations ou des milliers de lignes de code puisse rendre compte de la réalité, c'est une illusion. C'est une impossibilité. La complexité du modèle, aussi grande soit-elle, est infiniment petite par rapport à la complexité du phénomène qu'il prétend étudier ou qu'il prétend analyser. La charge de la preuve revient au modélisateur. Il faudrait, pour qu'un modèle puisse inspirer confiance, premièrement, qu'il puisse rendre compte du passé, c'est nécessaire mais insuffisant, et deuxièmement, qu'il puisse prévoir l'avenir. Alors pour le passé, on devrait y arriver logiquement. Ben, on n'y arrive même pas. Les modèles épidémiologiques ne réussissent même pas à expliquer le comportement du SRAS ou le comportement de la grippe saisonnière. Et je vous l'ai dit pour Neil Ferguson, ils sont encore plus incapables de prévoir l'évolution de la maladie. Donc malheureusement, une fausse science a imposé ces fausses certitudes, ces vaticinations, et le professeur Raoult a eu raison de comparer ces modélisateurs de l'épidémie à des astrologues. Alors autrefois, effectivement, les chefs d'État et de gouvernement, comme on dit aujourd'hui, demandaient leur avis aux astrologues. Ben là, ils demandent leur avis aux épidémiologistes qui ne sont pas sérieux, du moins ceux qui font tourner des modèles mathématiques compliqués, comme Neil Ferguson. Et c'est donc l'imposture mathématique de faux modèles, de modèles invalides, qui a expliqué cette situation dramatique que nous avons connue et les décisions absurdes qui ont été prises.
cette décision absurde résulte donc de la panique des dirigeants. La panique qui a été provoquée par ce modèle, et la foi qu'on a prêtée à ces modèles, ou à ce modèle de Neil Ferguson, a été partout. Elle a atteint évidemment le public. Elle a transformé, aujourd'hui, à l'heure où je parle, 23 mai 2020, le peuple français en une foule de zombies paniquards masqués. Mais elle a atteint aussi les dirigeants politiques. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont été pris de panique. Et elle a même atteint le corps médical. On se demande pourquoi on applaudit les médecins, franchement. Ils ne le méritent pas. Non seulement ils ont laissé dans leur ensemble, dans la grande majorité, s'accréditer des thèses absurdes sur la gravité de la maladie, mais de plus, ils ont abandonné leurs patients en refusant de les prendre en consultation, de peur d'être contaminés eux-mêmes. Je peux vous le dire, hein, ma femme a essayé d'avoir une consultation, ça lui a été refusé. Mon médecin a annulé une consultation, elle n'avait même pas à reprendre, ou à la rigueur une téléconsultation, donc on a affaire à des paniquards. Les médecins sont des paniquards, incapables d'analyser sérieusement les faits. C'est dramatique. Alors il y a de brillantes exceptions, et si j'ai pu, dès le début, mesurer réellement ce qu'allait être cette épidémie, ce n'est pas que j'ai la science infuse, c'est que je me suis reporté aux meilleures sources, que j'ai comparé et analysé les informations et les analyses, et que j'ai écouté les meilleurs savants, le professeur François Bricker, donc infectiologue, membre de l'Académie de médecine, qui a dit dès le début « c'est une grippe carabinée », le professeur Didier Raoult, bien connu aujourd'hui, le professeur Eric Combe, le professeur Christian Perron, et enfin donc le professeur Jean-François Toussaint. Les 4 premiers étant des infectiologues, le 5e étant épidémiologiste, mais il appartient à la catégorie des épidémiologistes sérieux. Ils ne sont peut-être pas majoritaires. En tout cas, il ne doit pas faire fonctionner des modèles aberrants. Donc quand on s'appuyait sur les faits, et qu'on ne se laissait pas berner par des illusions, eh bien, on se rendait compte de la réalité, en particulier du fait que cette maladie, le Covid-19, n'était pas très contagieuse et qu'elle n'était pas très mortelle. Elle était assez contagieuse et assez mortelle, puisqu'elle a fait quand même des milliers de morts, mais ça n'était pas la peste noire du XIVe siècle. Alors là, la décision prise en ce qui concerne le confinement a été donc une aberration. Le confinement général de la population a été une mesure tyrannique, désastreuse, barbare et inefficace. Et irresponsable, donc. Alors, mesure tyrannique, évidemment. On nous a privé de la liberté d'aller et de venir. Il fallait, pour sortir de chez soi, une autorisation qu'on se signait, il est vrai, à soi-même, mais quand même. On pouvait avoir une amende de 135 € si on sortait sans raison. Sans raison valable. C'est un scandale incroyable. Incroyable. Et de l'aberration totale. Et on a poussé d'ailleurs très loin le vice et l'absurdité en fermant les parcs, jardins, les bois et les forêts. Enfin, écoutez, moi je promenais ma chienne dans le bois Saint-Martin, près de Versailles, près de chez moi. Il n'y a aucun risque. Les gens se croisaient, mais de loin. Et on peut se contaminer d'un virus par un virus si on reste à proximité de quelqu'un pendant longtemps et qu'on a le temps d'échanger des postillons avec lui. D'accord, mais ce n'est pas en le croisant une seconde dans sa promenade qu'on a le moindre risque. Donc c'est absurde. Et d'ailleurs, en réalité, ça accroît la contamination, puisque ça accroît le confinement qui lui-même a cet effet désastreux que j'ai dit tout à l'heure sur la contamination. Mais c'était une mesure aussi barbare. On a privé les vieillards de la visite de leurs enfants, de leurs proches. Ça, c'est monstrueux. Ça, c'est monstrueux. Et les mourants,
et pas seulement les vieillards, n'ont pas pu voir leurs enfants. J'ai vécu cela personnellement, puisque ma belle-mère, donc la mère de ma femme, est morte à 98 ans, le vendredi saint, le 10 janvier. Et la dernière fois, quelques jours avant que sa fille lui avait parlé au téléphone, elle lui avait dit « Mais pourquoi ne venez-vous plus me voir ?» Et la femme lui avait répondu, elle avait essayé de lui expliquer le confinement, évidemment c'est difficile. Enfin, elle a compris qu'elle ne verrait plus ses enfants pendant un temps indéfini. Et elle a eu cette parole terrible, « Alors, je n'ai plus de raison de vivre. » Et donc elle est morte 5 jours après. Mais évidemment, elle avait 88 ans, elle serait peut-être morte 1 mois ou 3 mois après, je ne sais pas. Mais elle est morte dans la tristesse, elle est morte de tristesse sans avoir vu ses enfants, sans être entourée de ses enfants. Et ça, je trouve ça atroce, inhumain. Songez que cette chrétienne a été privée de l'extrême-onction. On n'a même pas mis un chapelet entre ses mains. Ses enfants n'ont pas pu la voir sur son lit de mort. Ils n'ont pas pu assister à la mise en bière. C'est barbare, c'est honteux. Et de plus, on a interdit les messes. Mais depuis que la France est chrétienne, ça n'avait jamais eu lieu. La messe de Pâques, la grande fête chrétienne de Pâques, n'a pas pu avoir lieu. Alors évidemment, on peut être atterré de la docilité des évêques, mais cette forme de persécution est incroyable. Incroyable. Alors on aurait pu dire, écoutez, vous devez garder une distance d'1 mètre, etc., limiter le nombre de gens dans l'église, mais interdire la messe, c'est monstrueux. Monstrueux. Bon. C'est-à-dire, si on est un peu chrétien, c'est dans ces moments de douleur, puisque les gens étaient affolés de manière très, très excessive. Mais le gouvernement les affolait, donc ils devaient chercher dans la foi un réconfort. C'est monstrueux, c'est barbare. Ce confinement a été inefficace sur le plan sanitaire, je l'ai dit, et puis bien sûr il a été désastreux. Désastreux, économiquement, on parle d'une réduction de 8% du PIB, vous vous rendez compte? Alors c'est peut-être excessif, je ne sais pas. En tout cas, on va perdre des dizaines et des dizaines de milliards, peut-être des centaines de milliards d'euros de PIB. Les conséquences sanitaires à long terme sont aussi graves, car l'effet du confinement, ça a été la détresse psychologique des gens confinés. Augmentation des suicides, augmentation des violences conjugales. Ça a été aussi l'abandon de soins. Alors, un double effet. Les patients ont eu peur d'aller consulter, et les médecins, je l'ai dit, ont eu la lâcheté de renoncer aux consultations, ou de les refuser. Alors, imaginez une femme qui doit faire une mammographie. Si elle la reporte de 3 mois, on va peut-être retrouver que la malheureuse a un cancer du sein. Or, plus tôt la maladie est traitée, et plus elle a de chances de guérir. Donc l'abandon de soins se traduira nécessairement par une augmentation de la mortalité pour toutes sortes de causes. Les pharmacies, d'ailleurs, ont constaté pendant la période du confinement une baisse de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires parce que les gens n'allaient plus consulter. Il n'y avait plus d'ordonnance. Il n'y avait même pas de suivi post-opératoire. C'est monstrueux. Et on aurait pu, les médecins, les zozos, prétendus experts qui forment le conseil scientifique, auraient pu penser à cela avant de préconiser le confinement. Donc on a affaire à des irresponsables. Alors, quelles sont maintenant, puisque nous sortons de cette épidémie, les conséquences qu'on peut évaluer pour la France et pour le monde? Alors je voudrais quand même, après m'être temps plein, essayer de positiver, comme on dit familièrement, car il y a des effets positifs à cette situation de panique. La panique, je l'ai dit, était générale. C'est un phénomène de foule au sens de Gustave Le Bon, qui fait passer l'émotion devant la raison. Et qui, en l'occurrence, a atteint non seulement la France, mais le monde entier. Poutine n'y a pas échappé, malheureusement.
Il s'est réfugié frileusement dans sa datcha. Et un peu partout dans le monde, on a pris des décisions stupides de confinement par imitation. Parce qu'on croyait les modèles. Malgré tout, il y a une conséquence évidente qui est très positive pour ceux qui aiment la France, pour ceux qui aiment la patrie, pour ceux qui aiment la nation. C'est le retour des frontières. La frontière, c'est ce que l'idéologie cosmopolitique, le cosmopolitisme, refuse. Le cosmopolitisme veut faire disparaître les frontières. Et je vous rappelle que le cosmopolitisme, c'est aujourd'hui l'idéologie dominante mondiale. On appelle ça le mondialisme, mais c'est beaucoup plus large. Ça touche aussi aux frontières intérieures, entre frontières intérieures et spirituelles ou morales, entre les valeurs et les antivaleurs, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Et là, en l'occurrence, il s'agit des frontières physiques entre les peuples. Et tout à coup, on s'est rendu compte qu'il fallait fermer les frontières pour empêcher la propagation des virus. Alors les cosmopolites ont dit « Mais non, le virus ne s'arrête pas à la frontière. » Mais le virus ne s'arrête pas à la frontière. Le virus, il est porté par un homme. Et l'homme qu'on arrête à la frontière, il ne transportera pas le virus. Et donc les pays intelligents ont strictement fermé les frontières, ce que n'a pas fait Macron. Macron a dit « J'ai arrêté les frontières extérieures de l'espace Schengen. » Mais tous les pays voisins de la France, tous sans exception, sont dans l'espace Schengen. Eux ont arrêté les frontières, ont fermé les frontières en empêchant les Français de venir chez eux. En revanche, la France n'a pas fermé les frontières en réalité, comme elle aurait dû le faire, pour arrêter la propagation. Alors, on confinait les Français chez eux, mais on ne confinait pas la France derrière ses frontières. Deuxièmement, deuxième conséquence positive, le discrédit de l'Europe. Le discrédit de l'Europe était déjà en cours, je veux dire, le discrédit de l'Union européenne, de la construction européenne. On a bien vu que l'Europe ne servait à rien, et plutôt que ces divagations ne pouvaient servir qu'à prendre des mesures irresponsables. Troisièmement, et cela rejoint ce que j'ai dit sur les frontières, on a compris, enfin, qu'il fallait démondialiser ou relocaliser, que la mondialisation des chaînes de production avait de graves conséquences, ou pouvait avoir de graves conséquences sur l'indépendance nationale et sur la sécurité nationale. Par exemple, si on a mis si longtemps à ne pas faire de tests ou d'analyse, c'est parce qu'on manquait des réactifs pour faire des tests et que ces réactifs étaient produits par la Chine qui les gardait pour elle. Et le très cosmopolite Macron et maintenant le très cosmopolite Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ont dit « Ah, il faut la souveraineté économique », formule ambiguë. Il faut que la France produise elle-même, sur son territoire, les produits qui sont nécessaires à son indépendance et à sa sécurité. Et donc les chaînes de valeur doivent être relocalisées dans une grande mesure dès qu'il y a risque pour l'indépendance nationale. C'est ce que vient de décider d'ailleurs le gouvernement britannique de Boris Johnson, qui a lancé une opération générale en demandant à tous les ministères, à toutes les administrations, d'évaluer les productions qui sont indispensables au pays et qui doivent être relocalisées, qui mettent en péril le pays si elles ne sont pas relocalisées. Une autre conséquence que je trouve très positive, c'est la critique de l'Organisation mondiale de la santé, dont d'ailleurs Donald Trump est en train de partir. Cette OMS, depuis toujours, passe son temps à faire des annonces catastrophistes. On l'a vu pour la grippe aviaire, on l'a vu pour la grippe H1N1, etc. Et on l'a vu cette fois-ci pour le Covid-19. C'est un organisme malfaisant. Mais peut-être plus important encore, c'est la remise en cause du prestige usurpé de la Chine. Il y a, dans les pays occidentaux, ça remonte à Marco Polo, une surestimation de la Chine,
qui est absolument incroyable. Et quand on voit comment elle s'est comportée dans cette affaire, elle avait déjà été particulièrement mauvaise dans l'affaire du SARS en 2003, mais dans l'affaire du Covid-19, depuis l'accident du laboratoire de Wuhan jusqu'à ces décisions absurdes de confiner la population dans son ensemble, eh bien, elle a montré vraiment qu'elle était mal gouvernée. Elle a montré l'impéritie de son gouvernement et de son système politique. Et des voix s'élèvent de plus en plus pour dire mais il faudrait qu'elle paye. Alors la Chine ne payera jamais, mais des mesures de rétorsion sont envisageables et sont envisagées notamment par les États-Unis pour lui faire au moins en partie rendre gorge. Car c'est à cause de la Chine que nous avons eu cette épidémie. Et malheureusement, c'est à cause de la Chine et du mauvais modèle, du mauvais exemple qu'elle a donné, que nous avons eu partout de ces décisions stupides de confinement. Alors, je dirais enfin, et accessoirement, comme si c'était nécessaire, on a eu une démonstration de l'impéritie du pouvoir macronien. Exemplaire. Et même la presse cosmopolite s'en rend compte. Dans l'affaire des masques. Bon, en fait, les masques ne servent à rien dans la rue. Mais le gouvernement, parce qu'il n'y avait pas de masques, parce qu'il y avait une pénurie de masques, première manifestation de son impéritie, a dit que ça ne servait à rien. En l'occurrence, il avait raison. Mais ensuite, il l'a rendu obligatoire dans un certain nombre de cas, notamment dans le métro, dans les trains. Le gouvernement manquait de tout, nous avons manqué de tout, de masques, de gel hydroalcoolique, incroyable, même pas capable de produire du gel hydroalcoolique. De masques, je l'ai dit, de surblouses ou de protection en tout genre pour les personnels hospitalières. Le plus grave d'ailleurs pour les masques, ce n'est pas le masque en public qui ne sert à pas grand-chose, ou à rien, c'est le fait que les gens des hôpitaux, les médecins et les infirmières, ou infirmiers, qui sont à proximité des malades en tout genre, pas seulement ceux du Covid-19, n'avaient pas les masques de protection FFP2 dont ils avaient besoin. Ça, c'est grave. C'est grave. Donc je crois que les gens sont de plus en plus conscients en France que leur gouvernement a fauté par son impéritie, par ses décisions contradictoires. On nous annonce de grandes mesures de restriction des libertés le 12 mars et le 14 mars 2020, et quand même le 15 mars, le premier tour des élections municipales a lieu normalement. Ce qui n'empêche pas que le lendemain, 16 mars, on décide de confinement, et que le 20 mars, ou plutôt le 22 mars, le second tour n'a pas lieu. Tout ça est complètement ubuesque. Ubuesque. Énorme, comme dirait le père Ubu. Énorme. Alors, ça, ce sont les conséquences positives, dont on ne peut pas mesurer les effets à moyen terme ou à long terme. J'espère qu'un effet à moyen terme sera obtenu en 2022 par l'éviction de M. Macron. Alors, en revanche, les conséquences négatives sont considérables. En France et dans le monde. Bon, je vais parler évidemment des conséquences économiques, dramatiques. Bon, les pays qui n'ont pas confiné, comme la Suède, qui était un modèle en la matière, n'auront pas trop de conséquences, mais quand même, la Suède subira les conséquences de la crise des autres pays, parce qu'elle pourra moins exporter de produits, donc il y aura une importation en Suède de la crise économique qui se développe dans les pays qui ont confiné. Mais le plus grave, peut-être, c'est le recul des libertés individuelles. On nous a privé de la liberté d'aller et de venir, c'est quand même la moindre des choses. Si on ne peut même plus sortir de chez soi, où va-t-on? On est vraiment dans un pays collectiviste. Et les gens ont accepté cela sous l'effet de la panique, avec une parfaite soumission. Les moutons bêlent à 20h. Ils se mettent à la fenêtre pour applaudir les médecins. Alors que les médecins, je l'ai dit, sont largement complices de cette situation chaotique et lamentable.
Au passage, on a fait voter plutôt la loi Avia. La loi Avia qui permet à l'administration de censurer systématiquement, sans examen judiciaire, les informations qui ne lui plaisent pas. Et puis, on met en place, alors que l'épidémie sera largement finie, le flicage de la population par l'utilisation des téléphones mobiles. Voilà. Donc, il aurait fallu faire évidemment tout autre chose, vous l'avez compris. Il y avait des choses à faire, car c'était une épidémie sérieuse. D'ailleurs, on doit dire que pour les épidémies de grippe un peu lourdes, il faut faire plus qu'on a fait. On n'a pas pris assez de mesures, de précautions en 2016-2017, par exemple. Et encore moins, évidemment, pour la grippe asiatique en 1957 ou pour la grippe de Hong Kong en 1969. Mais il fallait... Qu'aurait-il fallu faire? Premièrement, fermer les frontières. Première chose. Deuxièmement, grande campagne, bien plus sérieuse que celle qu'on a eue, sur l'hygiène, avec une production massive de gel hydroalcoolique, en insistant pour que les gens se lavent les mains bien et régulièrement, pas seulement de temps à autre, 10 fois par jour, après chaque réunion, le matin avant de se coucher, le matin en se levant, le soir avant de se coucher, avant le repas et après le repas. On aurait dû, ça oui, accepter d'interdire provisoirement les rassemblements trop importants. Les parties de balle au pied, par exemple. Peut-être, effectivement, fermer provisoirement les cinémas et les théâtres, et encore, ça pouvait discuter. Mais pas les restaurants. Vous pouvez demander aux gens de limiter le nombre des clients dans leur restaurant, mais pas les fermer purement et simplement. Et pour le reste, bien, il fallait tester, il fallait effectivement isoler ceux qui étaient contaminés, mais c'est tout. Alors, chers amis de la résistance française, nous ne devons pas accepter que notre peuple français, soit transformé en une foule de zombies, panicards, masqués. Le masque est inutile. Le masque est-il nécessaire? Le masque porte atteinte à notre individualité en nous cachant le visage. Alors, nous ne sommes pas des Chinois. Les stéréotypes ont du bon, et en l'occurrence, ils sont proches de la vérité. Les populations de Chine, du Japon, de Corée, du Vietnam, de la civilisation chinoise, sont des sociétés où l'individu n'existe pas vraiment. Il est noyé dans la masse. Il est prié de s'effacer devant la collectivité. Les méchantes langues comparent ces sociétés à des termitières. L'individu ne compte pas. Mais l'Occident, notre civilisation, celle de la France, qui est la civilisation de la personne, de l'incarnation de Dieu dans l'homme, qui nous dit que l'homme, l'individu a une part de divin en lui-même, ne peut pas accepter si facilement d'effacer son individualité en se cachant le visage. C'est le visage qui marque notre individualité. C'est par le visage et secondairement par la voix que l'on reconnaît les hommes. Rappelez-vous d'ailleurs, il y a 10 ans, combien on avait raison de voter une loi qui interdisait le port de la burqa ou du niqab, du voile islamique. Le voile islamique est un symbole de l'aliénation de la femme dans l'islam, et qui est un symbole de l'anonymat qu'on lui impose dans la rue. Alors bien sûr, on pouvait invoquer la sécurité en période d'attentat, mais ça va bien au-delà. Il s'agit d'abord de faire en sorte que les êtres humains montrent leur visage pour qu'on voit qui ils sont, qu'on les reconnaisse, et qu'ils aiment à être reconnus. Et donc, le port généralisé du masque, s'il devait se perpétuer, serait une régression civilisationnelle. C'est un enjeu considérable. Si vous ajoutez à cela le confinement général de la population qui a été suivi
avec soumission et docilité par la grande majorité des Français, on voit très bien que ce sont nos libertés individuelles, et d'abord ce qui fait que nous sommes nous-mêmes qui est en cause. Il n'y a pas de raison sanitaire sérieuse pour le port généralisé du masque. Qu'on le porte dans les hôpitaux, je veux bien, que les caissières le portent, je veux bien, et encore, aujourd'hui l'épidémie est finie, mais dans la rue, c'est absurde. Même dans les magasins, on n'est pas constamment sur les gens, dès lors qu'on respecte une distance de sécurité, même en période d'épidémie, on ne risque rien. Et le coût moral, social, civilisationnel du port généralisé du masque est de toute façon insupportable. Donc, bas les masques, le français, l'occidental avance, le visage découvert, il ne porte pas de masque. Chers amis de la résistance française, soyez fiers d'être vous-même, soyez fiers d'être français. Merci. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.